avons atteint le palier de 10% sur notre projet qui est essentiellement financé par la bibliothèque de Prompt. Donc, toutes les informations sont en description de la vidéo. Permettez-nous de gagner du temps. Alors, ici, on va parler de Berkshire Hathaway. Pendant 60 ans, Warren Buffett a dirigé Berkshire Hathaway selon une doctrine si constante qu'elle est devenue une marque. Quand Berkshire acquérait une entreprise, elle la laissait tranquille. Les dirigeants en place continuaient à gérer leur activité, la culture restait intacte. Berkshire apportait le capital et la stabilité et demandait en retour uniquement une performance durable. Ce n'était pas seulement une philosophie de management, c'était la promesse centrale que Berkshire faisait à chaque fondateur qui choisissait de lui vendre plutôt qu'à un fonds private equity ou à un acquéreur industriel. Donc la promesse était simple, on garde l'équipe en place, le nom reste en place et la compagnie continue à se développer, on lui apporte juste du capital. Donc, ce dont tu as travaillé pendant très très longtemps ici ne va pas avoir tendance à disparaître dans une entreprise, dans un gros conglomérat, etc. C'était la promesse à la base et cette promesse-là permettait à Berkshire de généralement nouer des deals que d'autres entités ne pouvaient pas nouer, un peu comme les private equity ou bien d'autres acquéreurs ici industriels, tout simplement parce que cette condition-là, ils ne pouvaient juste pas la respecter. Ces personnes ne pouvaient pas juste la respecter. Et chacun avait ses raisons par rapport à ça. OK? Ça, c'était le modèle de Berkshire Hathaway. Greg Abel est devenu CEO le 1er janvier 2026. 5 mois plus tard, il a annoncé sa première acquisition majeure. Et dans une seule phrase du communiqué de presse, il a fait quelque chose que Buffett n'a jamais fait. Je m'explique. Taylor Morrison est le 6e constructeur immobilier américain. La société opère pour plus de 350 lotissements dans 21 marchés repartis sur 12 États, sert des acheteurs de l'entrée de gamme au segment résidentiel haut de gamme et livre environ 13 000 maisons par an. C'est la construction, c'est la construction résidentielle. Et pour ceux qui sont dans le marché, enfin, qui se demandent mais pourquoi est-ce qu'il va acheter ce type d'entreprise, etc., la réponse est dans la réponse ici est au niveau de la demande, d'accord? Enfin, on en a parlé dernièrement également ici, notamment un tout petit peu avec FICO, et je l'ai parlé également d'une autre entreprise dans ce sens-là. Bref, on a une pénurie de logements aux États-Unis. OK? Donc, encore une fois, je répète, les entreprises dans ce secteur d'activité peuvent être très intéressantes, mais ça reste un business cyclique qui a besoin d'un seul catalyseur. Et le catalyseur, vous le connaissez ici, c'est à peu près la baisse ici des taux hypothécaires. Donc, c'est vraiment un play long terme, littéralement. Donc, j'ai partagé un élément dans le groupe School par rapport à ce secteur immobilier-là. OK? Donc, le lien en description de la vidéo. Berkshire a accepté de payer 72,50$ par action en numéraire, donc en cash, soit une prime de 24% sur le cours de clôture de 58,50$ du 29 du mois de mai 2026 sur la compagnie Taylor Morrison. Donc, pour une valeur totale des capitaux propres d'environ 6,8 milliards de dollars. À l'échelle de Berkshire, avec 397 milliards de dollars de trésorerie au 31 mars 2026, c'est un déploiement modeste. Ce qui a rendu le deal remarquable n'était pas le prix, c'était la phrase qui a suivi. Et cette phrase-là, ça c'est mon avis, change tout. Et excusez-moi pour mon anglais, je vais juste répéter cette phrase en anglais et on va l'expliquer. La phrase est la suivante. Over time, we expect to unify our seed build home building operation into a combined platform, enabling us to deliver the dream of home ownership to more Americans. Je sais, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas plus grave que ça. Je vais expliquer. La partie qui m'intéresse, c'est expect to unify our seed build home building operation into a combined platform. Donc, l'entité en question va avoir tendance à fusionner dans le segment, à fusionner avec une autre entreprise dans le segment home building de Berkshire Hathaway. Oui, parce que Berkshire Hathaway a un segment home building. Rappelez-vous, Berkshire Hathaway, c'est un conglomérat centré sur les business d'assurance. Essentiellement, ceci, Warren Buffett ne gère l'argent de personne. Il récupère l'argent issu des services d'assurance et il investit dans d'autres business, soit en bourse, soit en achetant des obligations, soit des obligations d'État ou bien des obligations des entreprises, ou bien également ici en rachetant d'autres entités. Et quand il rachète une entité comme Burlington Northern Santa Fe, qui est l'un des plus grands réseaux ici de chemin ferré aux États-Unis, tout ce qu'il fait ici, c'est récupérer tout l'argent que cette compagnie va avoir tendance à générer après le cash flow de maintenance et l'allouer. C'est un allocataire de capital. C'est tout ce qu'ils font. Donc, la partie investissement n'est qu'une partie parmi tant. Et je répète ici une chose.
N'allez pas comparer la performance du S&P 500 et la performance de Berkshire Hathaway pour dire que Warren Buffett ne bat pas le marché. Attention, ce qu'il faut comparer, c'est la croissance, premièrement, du book value, mais également la croissance même de la performance même du portfolio investissement uniquement. OK? Sinon, vous êtes en train de comparer des pommes avec des patates. Donc ça, c'est pas le modèle d'affaires de cette compagnie. Bref, revenons ici. Je vous ai expliqué à peu près qu'est-ce qui m'intrigue dans cette phrase ici. Donc cette phrase mérite une lecture lente. Berkshire possède déjà Clayton Homes, une société principalement spécialisée dans les maisons préfabriquées, mais qui dispose également d'une unité de construction traditionnelle sur site, ainsi que 13 autres marques de construction résidentielle. Pendant 60 ans, ces filiales ont opéré de façon indépendante. Abel annonce explicitement son intention de les consolider, de bâtir une plateforme unifiée et de les exploiter comme une opération combinée. Ce n'est pas ce que faisait Buffett. Ce n'est pas ce que Buffett aurait dit d'ailleurs. Donc, comprends pourquoi ce signal compte exige de revenir à la raison pour laquelle le modèle Buffett a fonctionné aussi longtemps. Buffett attirait les vendeurs précisément parce qu'ils promettaient de ne pas intervenir. Les fondateurs vendaient à Berkshire parce qu'ils voulaient que leurs entreprises survivent intactes après eux et non qu'elles soient absorbées dans une machine corporate. Cette promesse d'autonomie était un avantage concurrentiel réel dans les négociations. Donc, Berkshire pouvait souvent acheter des entreprises qui ne se seraient pas vendues à d'autres acquéreurs parce que personne d'autre n'offrait la même garantie. La contrepartie de ce modèle, c'est qu'il a produit un conglomérat d'unités largement indépendantes, fonctionnant en parallèle sans coordination et laissant délibérément des synergies potentielles sur la table. C'était le prix que Buffett choisissait de payer. La phrase d'Abel suggère qu'il est prêt à payer un prix différent. Si cette logique s'applique à la construction résidentielle, les analystes d'UBS ont noté que la combinaison de Taylor Home avec l'unité Sitbuild de Clayton pourrait créer l'un des 5 plus grands constructeurs américains par volume. C'est un résultat industriel concret et ce qui pourrait être très intéressant lorsque ce segment-là va redémarrer. Et il va redémarrer. OK? Mais il implique aussi que Berkshire opère d'une façon qu'elle n'a jamais pratiquée à grande échelle, à savoir gérer une intégration, fusionner des cultures, coordonner culture d'entreprise, coordonner des filiales qui ont été construites pour fonctionner de façon autonome. La question n'est donc pas de savoir si cela est possible. La question est de savoir si cette logique reste confinée au secteur immobilier ou si elle annonce quelque chose de plus large sur la façon dont Abel compte gérer le portefeuille. Buffett lui-même a fermé la boucle. Interrogé par CNBC sur l'acquisition de Taylor Morrison, il a répondu ceci. Et excusez-moi encore une fois pour mon anglais. Greg did that faster than I could have done it, smoother than I could have done it, and I never talked to the CEO. He has lunch. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette bénédiction, et c'est la partie lunch qui est importante ici, donc cette bénédiction est chaleureuse et elle est aussi très précise parce que Buffett décrit la vitesse d'exécution d'Abel et son indépendance vis-à-vis de l'ancien modèle comme des vertus. Yas Lunch n'est pas le langage d'un président confirmant la continuité, c'est le langage d'un président qui observe le début de quelque chose de radicalement nouveau. Ça veut dire qu'il a les clés il a les clés de toute la maison, il peut faire ce qu'il veut. Il a la pleine confiance ici du président. OK? Donc, c'est exactement l'analyse que la plupart des investisseurs ne conduisent pas. Ils lisent l'acquisition de Taylor Morrison sur ses mérites isolés. Une prime de 24%, un déploiement modeste face à la trésorerie, un marché immobilier américain structurellement sous-approvisionné. Ces observations sont valides, mais elles décrivent le geste, pas la logique qui le sous-tend. Et c'est la logique qui sous-tend le geste qui doit nous intéresser en tant qu'investisseurs. La vraie question que pose cette acquisition n'est pas de savoir si Taylor Morrison est un bon actif. La vraie question est de savoir... La vraie question est de savoir ici ce que le premier mouvement stratégique d'un nouveau dirigeant révèle sur chacun des mouvements qui suivront. Donc, ce qu'il vient de faire présentement, est-ce que c'est une nouvelle façon de faire au sein de Berkshire? En tout cas, on en voit présentement les prémices. Et ça pourrait littéralement changer beaucoup de choses à long terme ici. Ça pourrait fermer des portes ici à certaines acquisitions. OK? Ça ne veut pas dire ici qu'il n'y en aura pas, etc. C'est un modèle comme un autre ici qui fonctionne également très bien au sein d'autres entités. Vous avez des
des entreprises comme CSU qui font ça très très bien. Donc c'est précisément ce que le Prompt Premium Top Invest dénommé quelle est la stratégie long terme de cette entreprise force à analyser. Il exige de distinguer ce que le management déclare de ce que ses actes révèlent. Est-ce qu'ils disent ce qu'ils font et ils font ce qu'ils disent? D'examiner la cohérence entre les principes affichés et les décisions effectivement prises, et de construire des scénarios à partir de ce que les premiers gestes d'une nouvelle ère signalent sur ce qui viennent ensuite. Et quand on parle ici, je parle ici de bâtir un scénario sur ce que le PDG actuel est en train de faire, d'accord? Parce qu'on pense que ça signale à peu près, enfin moi je pense, c'est une nouvelle ère de manière générale, et elle a commencé elle est en complète rupture par rapport à ce qu'on faisait avant. Et il y a de grandes chances même qu'au sein de cette compagnie, que Berkshire ait tendance à vendre certains actifs qui ne sont plus intéressants au sein de son portefeuille. Ne soyez pas surpris. C'est littéralement possible. Parce que dernièrement, quelqu'un soulevait ça en commentaire, il disait que Warren Buffett a commencé à acheter des actions de Berkshire, d'Alphabet ici un peu plus tard, un peu trop tard selon lui, dans le sens où l'entreprise était déjà intéressante à $90. Pourquoi c'est à partir de 300 qu'il commence à s'y intéresser de plus en plus fortement? Il faut remarquer une chose, il y a un problème, il y a un changement qui a eu lieu il y a très longtemps, enfin, qui a eu lieu graduellement, parce que Warren Buffett a donné de plus en plus de pouvoir à ses lieutenants. Il y en a un qui est parti littéralement ici parce qu'on ne lui a pas donné le poste de CEO. Donc, il a choisi Greg Abel et Greg Abel va continuer. Et il vient avec sa propre façon de voir les choses, de faire les choses. Il a la pleine confiance du management. Donc, ce qui veut dire ici que s'il n'est pas d'accord avec une entreprise dans le portefeuille, on va sans doute la vendre. Ce qui veut dire également ici qu'il pourrait être de plus en plus enclin à investir dans des compagnies technologiques. Rappelez-vous une chose, Warren Buffett choisit de ne pas investir dans des compagnies qu'il ne comprend pas. Il n'y a pas de honte à ne pas comprendre une entreprise. Ce n'est pas un problème. D'accord? Le problème, c'est plutôt d'investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas et de penser connaître. C'est ça le problème. Donc, si vous ne comprenez pas dans quoi est-ce que vous mettez les pieds, n'investissez juste pas. Si vous choisissez mettre de l'argent sur une entreprise que vous ne comprenez pas, vous êtes en train de spéculer. Si vous choisissez spéculer, tant mieux, mais il faut pas confondre spéculation et investissement. C'est deux concepts complètement différents. C'est deux façons de voir les choses complètement différentes. Donc, il y a un changement ici, non seulement la façon de gérer le portefeuille d'investissement, mais également la façon ici de faire des acquisitions demain. Alors, passons à l'analyse quantitative, ok? Et on va faire un tour d'horizon ici de Broadridge Financial Solutions. Très intéressant, allez regarder. Ceux qui ont les oreilles comprennent. Je ferme ici la page. Je reviens ici sur... comment on appelle encore ça? Berkshire. Alors, comme je l'ai dit tantôt, Berkshire, il faut faire très attention. C'est un conglomérat centré sur les services d'assurance, ce qui sous-entend que le bénéfice net ici peut être impacté par la revalorisation du portfolio. Donc, il faut à peu près prendre un normalized net income. OK? C'est la métrique qu'il faut utiliser. Donc, au lieu de dire ici que Berkshire, sur les 12 derniers mois, a 72 milliards de bénéfices nets, non, c'est 55. OK? Donc, je vais normaliser les résultats, comme ici. Parce que normalement, on doit faire une somme des parts sur ce genre de business. Et ça ne prend pas en considération la partie investissement de manière générale, mais bon, on va calculer ici avec le free cash, avec le bénéfice, la dette nette ici. Donc, bon, voilà. On a tendance ici à... Parce que ce n'est pas une entreprise qu'on va analyser. Il faut faire une somme des parts. Donc, diviser tous les différents éléments, le portfolio d'investissement à côté, compagnie d'assurance à côté, manufacturier à côté, chemin de fer à côté, et on applique chacun les multiples qui vont dans chacune de ces industries-là. On fait la somme, on enlève la dette nette, on divise par le nombre d'actions. C'est ce que je pense qu'il faut faire. OK? Donc, bénéfice net, 55,72 milliards. Je prends la médiane sur les 5 dernières années. OK? Vous pouvez choisir de prendre les 3 dernières années, etc. Moi, je prends c'est plutôt 57,4. OK? Donc, 57,4, c'est la médiane des bénéfices nets. Je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices pour Berkshire Hathaway. Donc, fois 15. OK? Et pourquoi pas plus que 15 fois les bénéfices? Déjà, quand vous allez regarder l'historique de cette compagnie, elle a tendance à se négocier. Quand on dézoome un tout petit peu,
on a tendance à se négocier à une vingtaine de fois les bénéfices. C'est également une compagnie d'assurance, il y a toujours ce risque-là derrière. Donc, je choisis de ne pas payer plus de 15 fois les bénéfices ici parce que ça va également être en adéquation avec le book value et vous allez le voir tantôt tout à l'heure. Donc, constatez que cette compagnie, c'est 861 milliards de capitalisation boursière à 15 fois les bénéfices nets moyens. Maintenant, qui peuvent avoir tendance à évoluer dans le temps, bien sûr, ok, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, je prends la dette nette. Donc, dette nette ici, donc on a plutôt du cash net, on a à peu près de 269 millions de cash net, donc plus 269 millions. Ça donne 1 milliard 130. On va diviser par le nombre d'actions. Donc, je viens ici, je prends Berkshire Hathaway. Et je vais regarder le nombre d'actions ici. Pourquoi je ne le fais pas sur Coifin? Parce que vous allez remarquer une chose. Quand une entreprise est cotée à plusieurs comment on appelle ça? Classes d'actions, elle peut parfois, Coifin peut faire généralement des erreurs au niveau du nombre d'actions. Regardez ceci. Ici, elle considère que Berkshire Hathaway a 1,44 million d'actions. C'est vrai, mais ce n'est pas Berkshire Hathaway la classe B. C'est plutôt Berkshire Hathaway la classe A. Celle qui vaut des centaines de milliers de dollars. L'action. OK? Donc faites attention à ce niveau-là. C'est pour ça que je préfère utiliser Fastgraph sur cette partie. Ça fait 2 milliards 157 millions. Je ne rachète pas d'actions, donc c'est normal. Divisé par 2,157 milliards d'actions. Ça donne 524 dollars l'action. Donc pour moi, je ne paierai pas plus que 524 dollars l'action pour Berkshire. Actuellement, on s'échange à 72 dollars à 472. Bien, prix intéressant, surtout qu'on n'a pas pris en considération une quelconque croissance. Premier élément, vu que c'est une entreprise qui ne distribue pas de dividendes et qu'elle a tendance ici à emmagasiner le cash et à le redéployer dans d'autres entités ici, soit acquisition, soit investissement, etc. Donc le book value, c'est un élément qu'on va avoir tendance à regarder. Et il est largement en croissance ici. Et comme vous pouvez le voir, le marché paye souvent combien de fois le book value en moyenne pour ce genre d'entreprise? On fait simple. Le book value ici, le tangible book value, je précise. OK. Je prends la médiane. Le marché paye généralement 2 fois le book value ici. Et donc aujourd'hui, on me vend cette compagnie à 1,7 fois le book value. Je regarde le book value en date d'aujourd'hui. En termes de valeur, ça fait 6,9. Je vais l'arrondir. 6,09 multiplié par 2 divisé par 2,157. C'est bien ça, 157 millions. Si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, 157. Ça donne aussi un prix aux alentours de 565 dollars l'action par rapport au book value actuel. Et je rappelle que ce book value est en croissance. Si vous regardez le ROE, oui, le return, ça peut être intéressant ici. Je n'ai pas parlé du ROIE, le ROE. Vous allez voir ici que cette compagnie a un ROE supérieur à 10% depuis très longtemps. OK? Ça veut dire ici que le book value, et encore, je pense même qu'il est plus élevé que ça, parce que ça prend en considération les actifs intangibles. Donc, le ROE, si on le prend uniquement sur les actifs tangibles, est bien plus élevé que ça. Ça veut dire ici que le ROE augmente au moins de 10% par an. Si vous achetez cette compagnie à une fois le ROE et qu'elle continue à compound ce ROE là, à hauteur de 10% en moyenne, ce book value là à hauteur de 10% en moyenne chaque année, vous aurez un rendement qui va se rapprocher de ce 10%. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, cette compagnie, si je la paye à 2 fois le book value et qu'elle arrive à compound ce book value en moyenne de 10% par an, en combien d'années je vais avoir tendance à récupérer mon prix actuel? Donc, en année combien j'aurai un book value équivalent à 1 par rapport à mon prix d'acquisition original? On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, à peu près en 8 ans. Donc, en année N plus 8, si le book value, l'entreprise s'échange à book value égal, c'est-à-dire que à partir de 2000, dans 8 ans, j'aurais tendance à avoir un book value équivalent à 1 milliard 200. À 1200 milliards. Parce qu'il aura tendance à croître en moyenne de 10% par an.
Donc, à partir de cette période-là, le prix que je paye en date d'aujourd'hui sera littéralement justifié. Ah, c'est une autre façon de voir les choses. Donc, maintenant, pour ceux qui sont intéressés par cette compagnie, moi, personnellement, je prendrai le book value par 2. C'est la métrique que je vais avoir tendance à utiliser. Donc, 609, j'arrondis, 609 ici. De toute façon, ils vont avoir tendance à dépasser ça ici. Ça fait à peu près 1,218 milliard divisé par le nombre d'actions, 2,157 milliards. En target price, je mettrai 565. OK? Donc, je viens ici, Berkshire Hathaway, 565. Berkshire. Alors, il n'est pas également exclu que la compagnie commence à verser un dividende. Parce que il est au commande, il fait pas qu'il fait ce qu'il veut, la philosophie reste la même. Acheter ce qu'on comprend et garder sur le long terme. Berkshire Hathaway, voilà. 565, c'est mon target price d'aujourd'hui. 565, voilà. Et on valide. OK. Donc, si l'entreprise vient vous chercher un jour un book value inférieur à 1 ou bien équivalent à 1, on a un très, très bon deal. Que ce soit l'un ou l'autre ici, le prix de cette compagnie est tout simplement, pour moi, je dirais, on est léger à sous-évaluer. En fait, au prix actuel, ça serait intéressant de commencer, ça ne serait pas fou d'en accumuler. Ça, c'est mon avis. Maintenant, à vous de voir si c'est surévalué, sous-évalué, selon ce que vous racontez ici, selon vos propres hypothèses, etc. OK? Donc, je sais que... mais n'oubliez pas que cette compagnie, il faut affiner les bénéfices nets parce qu'ils ne représentent pas la véritable rentabilité de ce business-ci. Pas parce que l'entreprise triche, non. Je prends un exemple. Si l'investissement dans Apple a pris 50 milliards de plus par rapport au trimestre précédent, vous allez compter 50 milliards comme bénéfices nets supplémentaires alors que vous n'avez pas encore vendu vos actions. Donc, on comptabilise les gains non réalisés en bénéfices. Ça n'a pas de sens pour moi. Bref, c'est pour ça qu'il faut généralement ajuster. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Berkshire Hathaway reste une entreprise intéressante et je tiens à rappeler que je demeure actionnaire de cette compagnie, même si ça ne pèse plus énormément en termes de pondération dans mon portefeuille. Mais voilà. OK? Donc, mon raisonnement peut être biaisé. On va continuer à suivre le dossier. Je vous ai déjà dit que si vous voulez apprendre un peu plus sur Berkshire Hathaway, allez sur Twitter, tapez Bloomstram, cette personne-ci, vous n'allez pas le rater. Il a beaucoup travaillé sur Berkshire, il connaît très bien l'entreprise. Si vous voulez en apprendre plus, en tout cas, pour ceux qui sont curieux de manière générale. Ceux qui veulent également apprendre à faire du stock picking, etc., lisez toutes les lettres de Warren Buffett et remettez dans le contexte du moment et prenez-les comme ça. Lisez une lettre par mois, une seule. En un an, ça fait 12. Donc, je pense que en 5 ans ici, vous aurez terminé à peu près vous aurez terminé à peu près la lecture. Ce n'est pas plus grave que ça. Vous allez me dire, oui, mais on perd du temps. Vous allez apprendre énormément de choses. Il n'a pas écrit de livre, mais les écrits sont souvent... Il va vous parler de ce que lui pense du stock pick en date d'aujourd'hui, les erreurs, comment est-ce... Et la meilleure façon de lire les lettres, en fait, prenez toujours la performance boursière de l'année. Prenez les indicateurs macro comme l'inflation moyenne. Ça peut être intéressant également à aller voir. Les taux d'intérêt moyens également. Prenez ça et regardez à peu près le PER moyen comment on appelle ça, du secteur, du S&P 500 ou bien du Dow Jones à cette période-là. Juste pour vous remettre dans le contexte. Ou bien quand il vous dit qu'on a fait l'acquisition d'une compagnie, prenez les rapports annuels de cette compagnie. En fait, c'est ça qui m'a aidé à comprendre qu'en réalité, quand il faisait des acquisitions de Coca-Cola, en fait, la croissance et la valeur vont de pair. Alors qu'on nous définissait la valeur, et je suis value, donc un investisseur value, c'est quelqu'un qui ne regarde pas la croissance. Non. La croissance est aussi importante que le prix qu'on paye en date d'aujourd'hui. Donc, croissance sans valeur, value trap. Valeur sans croissance, value trap. OK? Donc, les deux vont ensemble. Donc, pour moi, je définis la valeur aujourd'hui comme étant un mélange de prix intéressant, avantage concurrentiel, bonne croissance. OK? Je fais fi du management ici, quoi qu'il est également aussi important. Donc, c'est ce que moi, je définis comme étant la valeur. C'est comme ça que je comprends les choses. Et quand vous regardiez Coca-Cola à cette période, Coca-Cola était une compagnie de croissance, littéralement. Donc, ça vous permet de voir les choses différemment. Donc, aujourd'hui, l'aspect croissance est aussi important que le prix que je paye.
Moi, je n'ai pas envie de payer 10 fois les bénéfices sur une entreprise qui n'a pas, la possibilité ici de maintenir ses marges dans le futur. OK? Je vais peut-être payer le book value. Et encore, il faut même qu'on ait un actif exceptionnel, comme peut-être de l'immobilier ou ce genre de choses-là. Bref, Berkshire, c'est ce que je peux dire en date d'aujourd'hui. Donc, ça reste une entreprise intéressante au prix actuel. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Il me semble que Berkshire, on n'en a pas beaucoup parlé ici. Mais ne vous inquiétez pas, on va en parler, on va avoir tendance à en parler de plus en plus. Depuis 2022, je pense que je n'ai jamais mentionné une seule fois que cette compagnie était surévaluée. 2022, oui, je pense que c'était déjà sous-évalué à cette période-là. Et ça avance petit à petit. Pas besoin de faire du 20% par jour, ce genre de choses-là. Depuis 2022, vous avez eu une belle performance. Donc, faites attention quand vous regardez, vous analysez du Berkshire. Il faut la regarder d'une certaine manière ici. OK? Bref, j'ai dit ce que j'avais à dire par rapport au sujet. N'oubliez pas, il nous reste encore 90% ici pour atteindre notre target au niveau de notre projet. OK? Le projet est essentiellement financé par la bibliothèque de Prompt qui vous permet ici d'accélérer et d'approfondir vos processus d'analyse fondamentale. OK? Donc, je veux dire une chose. Aujourd'hui, on a atteint 10%. Il nous manque 90%. Si on peut le boucler ici avant la fin du mois de juillet, ici, ça sera parfait pour nous. OK, permettez-nous de gagner du temps. De toute façon, j'ai raconté ce que j'avais à raconter ici au niveau de la vidéo qui vient avec le projet. OK, donc Berkshire Hathaway reste une entreprise intéressante au prix actuel. Ceci n'est que mon avis et je me réserve d'ailleurs le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et comme je disais en début, j'ai mis un élément concernant le secteur immobilier aux États-Unis dans le groupe School. Profitez du groupe School présentement parce que dans tous les cas de figure, au mois de janvier, il n'existera plus. Merci, au revoir.